Bonjour, dans cette vidéo on va étudier le membre inférieur. On va étudier les muscles de la région fessière, appelée également la région glutéale, et on va commencer tout d'abord par le plan superficiel. On distingue ce muscle qui s'appelle le muscle grand fessier. Comme vous remarquez, il naît de la partie postérieure de la crête iliaque, mais également du sacrum et du coccyx. La terminaison, elle est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce qu'en effet, le muscle grand fessier, il est composé par deux faisceaux. Un faisceau superficiel qui est coloré en bleu maintenant, et un faisceau plus profond. Le faisceau superficiel, il se termine au niveau de la partie supérieure du tractus iliotibial. Tandis que le faisceau profond, il se termine au niveau de la tubérosité glutéale du fémur. Ce muscle il est innervé par le nerf glutéal inférieur et il assure l'extension de la hanche. Et la rotation latérale de la cuisse. Le deuxième muscle sera celui-là, qui s'appelle le muscle tenseur du fascia lata. Il naît de la partie antérieure de la crête iliaque et il se termine au niveau du bord antérieur du quart supérieur du tractus iliotibial. Il est innervé par le nerf glutéal supérieur et il assure l'extension du genou. Ayant fini avec le plan superficiel, on va passer au plan moyen, qui comporte le muscle moyen fessier. Il naît de la face externe de l'ilium, plus précisément entre la crête iliaque et les lignes glutéales antérieures et postérieures. Juste ici un petit rappel, au niveau de la face latérale de l'os coxal, on distingue trois lignes glutéales, les lignes glutéales antérieures, postérieures et inférieures. Juste un rappel de l'ostéologie. La terminaison du muscle moyen fessier se fait au niveau de la face latérale du grand trochanter du fémur. Il est innervé par le nerf glutéal supérieur et il assure l'abduction de la cuisse et la stabilisation latérale du bassin en appui monopodal. Il participe également dans la rotation latérale et médiale de la cuisse, mais c'est un rôle accessoire. On va entamer maintenant le plan profond et on distingue le muscle petit fessier qui naît également de la face externe de l'ilium. Il se termine au niveau du bord supérieur du grand trochanter. Il est innervé par des fibres du nerf glutéal supérieur et il assure l'abduction
et la rotation médiale de la cuisse. Vous remarquez que j'ai sélectionné code muscle. Et tout simplement parce que l'ensemble de ces muscles forme ce qu'on appelle les muscles pelvitrocontariens. Pourquoi ou bien d'où vient cette appellation? C'est tout à fait simple. Si vous remarquez, ces muscles naissent du pelvis et se terminent au niveau du grand trochanter et donc des muscles pelvitrocontariens. Ils sont tous innervés par des branches du plexus sacral et ils assurent la rotation latérale de la hanche. En fait, on distingue 6 muscles. Vous allez me dire alors pourquoi il existe ici tout simplement 5. Je vais vous montrer. Au niveau de la face postérieure du bassin, on distingue les 5 premiers qui sont celui-là qui est le périforme, le jumeau supérieur, le jumeau inférieur. Entre les deux jumeaux, il y a l'obturateur interne et celui-là qui est le carré fémoral. Au niveau de la face antérieure, on distingue le 6e muscle pelvitrocontarien qui est l'obturateur externe. Le muscle petit psoas et le muscle héliopsoas. On va commencer tout d'abord par le muscle petit psoas. Comme vous remarquez, il naît de la face latérale du T12 et 1 ainsi que de la face latérale du disque intervertébral correspondant. Il se termine au niveau, voilà. Si je vous dis, bien plutôt si je vous rappelle que cette partie-là de l'os coxal s'appelle l'éminence iliopectinée. Donc, il est clair que le muscle petit psoas se termine en arrière de l'éminence iliopectinée. Ce muscle, il est innervé par le premier nerf lombaire et il assure la flexion du tronc. En effet, il est accessoire dans la flexion du tronc. Le deuxième muscle sera le muscle iliopsoas qui est en fait composé par deux. Le muscle grand psoas et le muscle iliaque. Ces deux muscles se terminent par un tendon unique. Le muscle grand psoas, il naît des faces latérales, il naît de la face latérale des corps vertébraux de T12 jusqu'à Al5 ainsi que des disques intervertébraux correspondants. Il est innervé par des fibres du plexus lombaire. Tandis que le muscle iliaque, il naît de la crête iliaque, du sacrum ainsi que de l'articulation sacro-iliaque. Il est innervé par des rameaux du nerf fémoral. La terminaison du muscle se fait par un tendon unique. Voilà. Donc vous remarquez que la terminaison se fait au niveau du petit trochanter. L'ensemble
de ces deux muscles, c'est-à-dire le muscle iliaque et le grand psoas, assure la flexion et la rotation latérale de la hanche lorsque le point fixe est le tronc. Si le point fixe est le fémur, il résulte une flexion du rachis et une rotation contralatérale du tronc. On va étudier les muscles de la cuisse. On va commencer tout d'abord par les muscles de la loge antérieure. La loge antérieure est également appelée la loge des fléchisseurs et les muscles sont répartis en deux plans, un plan superficiel et un plan profond. Au niveau du plan superficiel, on distingue le muscle sartorius, qui est appelé encore muscle couturier. C'est un muscle biarticulaire car il pointe, ou plutôt il relie l'articulation de la hanche avec l'articulation du genou. Ce muscle, il naît au niveau de la face externe de l'épine iliaque antéro-supérieure et il se termine au niveau de la face médiale du tibia au-dessous de la tubérosité tibiale. Il est innervé par des fibres du nerf fémoral et il assure la flexion de la hanche et du genou et accessoirement la rotation latérale et l'abduction de la hanche. Passons au plan profond, qui comporte également un seul muscle, qui est le muscle quadriceps fémoral, composé par 4 chefs. On a le muscle droit fémoral, le vaste latéral, le vaste médial et celui-là qui est le vaste intermédiaire. Le muscle droit fémoral, il naît de l'épine iliaque antéro-inférieure et il se termine sur le bord supérieur de la patella. Le muscle vaste latéral, il naît du bord antérieur et inférieur du grand trochanter et il se termine au niveau du bord latéral du tendon du droit fémoral et de la patella. Le muscle vaste médial, lui, donc vous voyez bien, le muscle vaste médial, il naît de la ligne spirale et la lèvre médiale de la ligne âpre. Et il se termine au niveau du bord médial du tendon du droit fémoral et de la patella. Maintenant, le dernier chef qui est le muscle vaste intermédiaire, il naît des deux tiers supérieurs de la face antérieure du fémur et il se termine sur la face profonde des tendons du droit fémoral et des vastes latéral et médial. L'innervation du muscle quadriceps est assurée par le nerf fémoral et l'action de ce muscle est de faire l'extension du genou avec une action de flexion de la hanche pour le muscle droit fémoral.
Après avoir fini la description des muscles de la loge antérieure, on va passer à la loge médiale. Et également, on va commencer par le plan superficiel, où on distingue tout d'abord le muscle pectiné. Il naît du pecten du pubis et il se termine au niveau de la ligne pectinée du fémur. Il est innervé par le nerf fémoral et accessoirement par le nerf obturateur. Et il assure l'adduction de la cuisse. Ensuite, on a le muscle long adducteur. Il naît de la face antérieure du corps du pubis et il se termine, voilà, et il se termine au niveau du tiers moyen de la lèvre médiale de la ligne âpre. Il est innervé par des branches du nerf obturateur et accessoirement par le nerf fémoral et il assure l'adduction de la cuisse. Il intervient également dans la flexion et la rotation latérale de la cuisse, mais c'est un rôle accessoire. Le troisième muscle dans le plan superficiel de la loge médiale est ce muscle-là qu'on appelle le muscle gracile. Je vais essayer de vous montrer son origine. Il naît du corps et de la branche inférieure du pubis et il se termine au niveau de la face médiale du tibia. Si vous montrer un petit détail, celui-là est le gracile gauche et celui-là est le sartorius gauche. Vous remarquez bien que le gracile, il se termine comme le sartorius au niveau de la face médiale du tibia, mais le gracile, il se termine en arrière du sartorius. Le muscle gracile, il est innervé par le nerf obturateur et il intervient dans la flexion et la rotation médiale de la jambe et accessoirement dans l'adduction de la hanche. Le plan moyen de la loge médiale ne comporte qu'un seul muscle qui est le muscle, celui-là, qui s'appelle le court adducteur. Il naît de la branche inférieure du pubis et il se termine au niveau du tiers proximal de la ligne A. Il est innervé par le nerf obturateur et il assure l'adduction de la cuisse. Le plan profond comporte le muscle grand adducteur, qui est celui-là. Pour bien décrire l'origine du muscle grand adducteur, il faut savoir qu'il naît par deux faisceaux. Un faisceau antérieur, qui est celui-là, qui naît de la branche inférieure du pubis, et celui-là, qui est le faisceau postérieur, qui naît du bord inférieur de la tubérosité ischiotique. Voilà un peu. Donc celui-là, il est le faisceau
postérieur qui naît de bord inférieur de la tubérosité ischiatique. La terminaison de ce muscle également sera un peu complexe. En effet, le faisceau antérieur, il va se terminer au niveau de la lèvre médiale de la ligne âpre, tandis que le faisceau postérieur, il va se terminer au niveau du tubercule de l'adducteur. Ces deux terminaisons sont réunies par une arcade tendineuse, voilà cette arcade-là, limitant le hiatus tendineux de l'adducteur. À travers cet hiatus va passer l'artère et la veine fémorale pour devenir postérieure. Le muscle grand adducteur est innervé par le nerf obturateur pour le faisceau antérieur et le nerf sciatique pour le faisceau postérieur. Il assure l'adduction de la cuisse et l'extension par son faisceau postérieur. La loge postérieure est composée par 3 muscles qu'on appelle également les muscles ischio-jambiers. Cette appellation est expliquée par le fait que ces 3 muscles naissent de la tubérosité ischiatique et ils se terminent au niveau de la jambe. On a tout d'abord le muscle biceps fémoral. Il est constitué par 2 chefs qui se terminent par un tendon unique. On a celui-là qui est le chef long, qui, comme vous remarquez, il naît de la tubérosité ischiatique. Et celui-là qui est le chef court, et il naît de la moitié distale de la lèvre latérale de la ligne âpre. Vous voyez bien que le chef court, il naît de moitié distale de la lèvre latérale de la ligne âpre. La terminaison des 2 chefs se fait sur la tête de la fibula. Le biceps fémoral est innervé par le nerf sciatique et il est à la fois fléchisseur et rotateur latéral de la jambe et extenseur de la cuisse par son chef long. Passons aux 2 autres muscles ischio-jambiers qui sont le semi-tendineux et le semi-membraneux. Le semi-tendineux, il naît également de la tubérosité ischiatique et il se termine au niveau de la partie supérieure de la face médiale du tibia. Il est innervé par le nerf sciatique et il est fléchisseur et rotateur médial de la jambe et extenseur de la cuisse. Celui-là est le muscle semi-membraneux. Il naît aussi de la tubérosité ischiatique
Il se termine au niveau de la face postérieure du condyle médial du tibia. Il est innervé par le nerf sciatique et il est fléchisseur et rotateur médial de la jambe et extenseur de la cuisse. Maintenant, on va parler d'une zone anatomique particulière qui s'appelle la patte doigt et qui est la zone ici. Qu'est-ce qui en est particulier? En effet, si vous vous rappelez bien, on a dit en fait que le muscle sartorius, le muscle gracile et le semi-tendineux, les trois ont une terminaison commune sur la face. Vous remarquez bien que les trois se terminent sur la face médiale de l'épiphyse proximale du tibia. Par contre, chaque muscle de ces trois a une origine différente. Par exemple, le sartorius, il naît de la face externe de l'épine iliaque antéro-supérieure. Le muscle gracile, il naît du corps et de la branche inférieure du pubis. Et le semi-tendineux, il naît de la tuberosité ischiatique. L'innervation de ces trois muscles est également différente. En effet, le sartorius, il est innervé par des fibres du nerf fémoral, le semi-tendineux par le nerf sciatique et le gracile par le nerf obturateur. Donc, malgré qu'ils ont des origines différentes et une innervation différente, ils partagent la même terminaison au niveau de la face médiale de l'épiphyse proximale du tibia. Ils partagent également la même action au niveau du genou, qui consiste à la flexion. Par contre, au niveau de la hanche, ils ont des actions complètement différentes. Vu que le sartorius il assure la flexion de la hanche, le gracile intervient dans l'adduction et le semi-tendineux participe à l'extension de la hanche. Donc, je résume, trois muscles, le sartorius, le gracile et le semi-tendineux, partagent la même terminaison au niveau de la face médiale de l'épiphyse proximale, qui s'appelle également la patte doigt. Ils partagent également la même action au niveau du genou, mais ils sont différents par leur origine, leur innervation, ainsi que leur action au niveau de la hanche. Juste une dernière remarque. Vous pouvez me poser la question pourquoi on les appelle les muscles de la patte doigt. C'est tout simplement parce qu'en fait, ces tendons, ils se terminent au niveau de la face médiale de l'épiphyse proximale à la manière d'une patte doigt. Ils ont la même forme. Tout à fait simple que ça. Le triangle fémoral, appelé également le triangle de Scarpa, qui est cette zone-là, doit son nom à Antonio Scarpa, qui est un chirurgien et un anatomiste italien. Le triangle fémoral constitue la région inguino-fémorale, définie comme étant l'ensemble des parties molles situées en avant de l'articulation de la hanche. Il est limité en haut par le ligament inguinal, latéralement par le muscle sartorius et médialement par le muscle long adducteur. Son plancher est composé par médialement du muscle pectiné et
latéralement par le muscle iliopsoas. Et il livre passage à 3 éléments qui sont le nerf fémoral qui, à ce niveau, donne ses 4 branches terminales, l'artère fémorale qui, à ce niveau, donne 5 branches collatérales, et finalement la veine fémorale qui reçoit la crosse de la veine saphène interne ou bien la grande veine saphène. On va décrire les muscles de la jambe et on va commencer par les muscles de la loge antérieure. Ils sont au nombre de 4 et ils sont tous innervés par le nerf fibulaire profond. Le premier est le muscle tibial antérieur. Comme vous remarquez, il naît du bord latéral de la tuberosité tibiale et également des 2 tiers supérieurs de la face latérale du tibia ainsi que de la membrane interosseuse. La terminaison se fait au niveau du bord médial du cunéiforme médial ainsi que de la base du premier métatarsian. L'innervation, elle est assurée par le nerf fibulaire profond et il assure la flexion dorsale et l'inversion du pied. Juste une remarque concernant le pied, celle-là est la face dorsale et en bas c'est la face plantaire. Donc le muscle tibial antérieur est responsable de la flexion dorsale et l'inversion du pied. Le deuxième muscle de la loge antérieure est le muscle long extenseur des orteils. Il prend origine au niveau du condyle latéral du tibia, de la fibula ainsi que de la membrane interosseuse. Et il se termine sur la face dorsale des phalanges intermédiaires et distales des 4 derniers orteils. Je répète, le muscle extenseur ou bien le muscle long extenseur des orteils se termine sur les phalanges intermédiaires et distales des 4 derniers orteils. Il est innervé par le nerf fibulaire profond et il assure l'extension des orteils du 2e au 5e ainsi que la flexion dorsale du pied. Le 3e muscle est le muscle long extenseur de l'hallux, qui est celui-là. Il naît, comme vous remarquez, de la partie moyenne de la face médiale de la fibula ainsi que de la membrane interosseuse. Et il se termine sur la phalange proximale et sur la base de la phalange distale de l'hallux. L'hallux correspond aux gros orteils. Il est innervé également par le nerf fibulaire profond et il assure l'extension du gros orteil.
Normalement, si vous vous rappelez bien, j'ai dit qu'au niveau de la face antérieure, on distingue 4 muscles. Le quatrième, il ne figure pas sur cette représentation parce qu'il est un muscle inconstant. C'est ce qu'on appelle le muscle troisième fibulaire. Normalement, il naît de la partie distale de la face médiale du fibula et il se termine au niveau de la face dorsale de la base du cinquième métatarsium. Il est également innervé par le nerf fibulaire profond et il assure la flexion dorsale et l'éversion du pied. Ayant fini avec les muscles de la loge antérieure, on va passer aux muscles de la loge antéro-latérale, qui sont tous innervés par le nerf fibulaire superficiel. On a tout d'abord le muscle long fibulaire qui naît de la partie supérieure de la fibula, mais également de la partie supérieure du tibia. Il se termine, quand vous remarquez, la base du premier métatarsien. Donc je vais essayer de vous montrer exactement. Quand vous remarquez donc voilà, le muscle long fibulaire se termine sur la base du premier métatarsian et sur le cunéiforme médial. Il est innervé par le nerf fibulaire superficiel. Il assure l'éversion et la flexion plantaire du pied. Celui-là, il est le muscle court fibulaire. Il naît de la partie inférieure de la face latérale de la fibula et il se termine au niveau de la tubérosité du cinquième métatarsian. Il est innervé par le nerf fibulaire superficiel. Il assure l'éversion et la flexion plantaire du pied. On va finir avec les muscles de la loge postérieure qui sont assez simples. Au niveau du plan superficiel, on distingue deux muscles. Tout d'abord, le muscle triceps sural. Il est formé par la réunion de trois chefs. Tout d'abord, on a les deux gastrocnémiens, celui-là qui est latéral et le médial, et celui-là qui est plus profond, ce qu'on appelle le muscle solaire. Les gastrocnémiens, chacun part du tubercule supracondylaire fémoral correspondant, c'est-à-dire le gastrocnémien latéral part du tubercule supracondylaire fémoral latéral. Tandis que le muscle solaire, il naît de la fibula, voilà, donc vous remarquez bien qu'il naît de la fibula, du tibia, ainsi que d'une arcade fibreuse appelée l'arcade tendineuse du solaire, tendue entre les deux insertions précédentes. La terminaison de ces trois chefs, elle est unique, appelée tendon calcanien, qui s'insère
sur la tubérosité calcanéenne. Ce tendon est également appelé le tendon d'Achille, comme la mythologie grecque. L'innervation du triceps sural est assurée par le nerf tibial pour avoir comme action une flexion plantaire du pied et la flexion du genou par les gastrocnémiens. Le deuxième muscle du plan superficiel de la loge postérieure est le muscle plantaire, qui est un muscle inconstant. Il naît de la surface poplitée, il se termine au niveau du tendon calcanéen. Il est innervé par le nerf tibial. Passons au plan profond de la loge postérieure, qui comporte 4 muscles. On a tout d'abord le muscle poplité, qui est né de la fossette poplitée sous l'épicondyle latéral et il se termine au niveau de la face postérieure du tibia. Il est innervé par le nerf tibial et il assure la rotation et la flexion de la jambe. Ensuite, on a le muscle tibial postérieur. Il naît de la face postérieure du tibia, de la fibula et de la membrane interosseuse et il se termine sur le cuboïde, l'os naviculaire, mais également sur la base des métatarsiens 2, 3 et 4, ainsi que il se termine également sur le sustentaculum tali du calcaneus. Un rappel, le sustentaculum tali est une saillie osseuse qui se trouve au niveau de la face médiale du calcaneus. Le muscle tibial postérieur, il est innervé par le nerf tibial et il assure l'inversion et la flexion plantaire du pied. Le muscle suivant est le long fléchisseur des orteils. Il naît de la face postérieure du tibia et il se termine, comme vous remarquez, il se termine au niveau de la face plantaire de la base des phalanges distales Donc vous remarquez bien qu'il se termine au niveau de la face plantaire de la base des phalanges distales de 2 à 5. Il est également innervé par le nerf tibial et il assure la flexion des orteils et la flexion plantaire du pied. Le dernier muscle de plan profond de la loge postérieure est le muscle l'enfléchisseur de la luxe. Il naît de la face postérieure de la fibula et de la membrane interosseuse et il se termine au niveau de la face plantaire de la base de la phalange distale de la luxe. Il est innervé par le nerf tibial et il assure la flexion de la luxe et accessoirement la flexion plantaire et l'inversion du pied. Le creux poplité est la région postérieure du genou. Il a une forme grossièrement
losangique. Il est formé par deux triangles, un triangle supérieur, un triangle inférieur. À peu près celui-là est le triangle supérieur. Et celui-là, le triangle inférieur. Le triangle supérieur, appelé également triangle fémoral, il est limité latéralement par le biceps fémoral et médialement par le semi-tendineux avec le semi-membraneux. Son plancher, il est formé par la surface poplitée. Le triangle inférieur, appelé également le triangle tibial, il est limité par les chefs latéral et médial du muscle gastrocnémien. Son plancher est formé par le muscle poplité. Le gros poplité livre passage à certains éléments qui sont, je vais essayer de vous les montrer. On a celle-là qui est l'artère poplitée. C'est l'élément le plus profond et le plus médial. C'est la veine poplitée qui reçoit la crosse de la veine saphène externe, appelée également la petite veine saphène. Et on a le troisième élément qui est le nerf sciatique avec sa division en deux branches, le nerf fibulaire commun qui est latéral et le nerf tibial Donc, quand vous remarquez également, le nerf fibulaire qui est celui-là, va se diviser pour donner le nerf fibulaire profond, qui va rejoindre la face antérieure de la jambe, et le nerf fibulaire superficiel, qui va rejoindre la face latérale de la jambe. Et celui-là, comme j'ai dit, c'est le nerf tibial. On a ensuite celle-là, le deuxième élément qui est l'artère poplitée, qui va également se diviser. Je vais essayer de la montrer. Donc, quand vous remarquez, l'artère poplitée va se diviser pour donner. On a celle-là qui est l'artère tibiale antérieure qui va passer par l'orifice de la membrane interosseuse pour devenir antérieure. Celle-là, c'est le tronc tibio-fibulaire qui va donner l'artère fibulaire et l'artère tibiale postérieure. On a finalement la veine poplitée qui va recevoir la crosse de la veine saphène externe, appelée également la petite veine saphène. Au niveau de la face médiale du pied, on distingue une région particulière qui s'appelle le sillon rétromalléolaire médial, appelé également le canal tarsien. Ce canal livre passage à certains éléments qui sont le muscle long-fléchisseur des orteils, le muscle tibial postérieur, le muscle long-fléchisseur de la luxe, ainsi que l'artère tibiale postérieure, la veine tibiale postérieure et le nerf tibial. On va détailler la vascularisation du membre inférieur. Je vais essayer d'être le plus explicite possible. On va commencer par
les artères. On a tout d'abord l'aorte abdominale qui va donner les deux artères iliaques communes, droite et gauche. Chacune va se diviser pour donner une artère iliaque interne et une externe. L'artère iliaque interne va donner certaines branches qui sont au nombre de 3. L'artère glutéale inférieure, l'artère obturatrice et l'artère glutéale supérieure. L'artère iliaque externe va donner l'artère fémorale ainsi que l'artère profonde de la cuisse. L'artère fémorale va également donner certaines branches qui sont au nombre de 6. L'artère épigastrique supérieure, l'artère circonflexe iliaque superficielle, l'artère honteuse externe superficielle, l'artère honteuse externe profonde, l'artère descendante du genou et l'artère fémorale profonde. L'artère fémorale ensuite, voilà celle-là, c'est l'artère descendante du genou. Donc, l'artère fémorale ensuite va passer par le hiatus du muscle grand adducteur pour devenir postérieur. Voilà, l'artère fémorale est devenue postérieure et elle va se transformer en l'artère poplitée. L'artère poplitée va se diviser pour donner tout d'abord le tronc tibio-fibulaire qui, à lui, va se diviser également pour donner l'artère tibiale postérieure et celle-là qui est l'artère fibulaire. L'artère poplitée va également donner l'artère tibiale antérieure qui va passer par l'orifice de la membrane interosseuse vous remarquez bien, donc l'artère tibiale antérieure va passer par l'orifice de la membrane interosseuse pour devenir antérieure. La vascularisation veineuse, elle est la même que la vascularisation artérielle. Juste la particularité ici que la veine fémorale au niveau du triangle de Scarpa, elle reçoit la crosse de la veine saphène interne appelée également la grande veine saphène. Et la veine poplitée au niveau du creux poplité, elle reçoit la crosse de la veine saphène externe appelée également la veine petite saphène. La veine saphène interne avec la veine saphène externe représentent ensemble les veines superficielles qui sont indépendantes des artères. Concernant la veine saphène externe, comme vous remarquez, elle naît en arrière de la malléole externe. Elle rejoint la face postérieure de la jambe pour, comme on a dit, se terminer par une crosse au niveau de la veine poplitée. Tandis que la veine saphène interne qui est celle-là, comme vous remarquez, elle prend origine en avant de la malléole médiale. Elle remonte le long du bord médial de la jambe pour se terminer par une crosse au niveau de la veine fémorale. L'innervation du membre inférieur est basée en fait sur deux plexus.
le plexus lombaire et le plexus sacral. Concernant le plexus lombaire, il est composé par T12 va rejoindre L1 avec L2, L3 et L4 vont former ensemble le plexus lombaire. Par contre, le plexus sacral il est composé également par L4 avec L5, S1, S2 et S3. Le plexus lombaire va donner un nerf très important qui est le nerf fémoral. Le nerf fémoral va donner 4 branches qui sont le nerf musculocutané latéral, le nerf musculocutané médial, le nerf du quadriceps et le nerf saphène médial. Voilà, celui-là est le nerf saphène médial. Le plexus sacral, lui, va donner également une branche assez importante qui est le nerf sciatique et comme vous remarquez, il est postérieur. Le nerf sciatique, comme vous savez, il va rejoindre le creux poplité où il va se diviser en le nerf fibulaire commun et le nerf tibial. Le nerf tibial va donner également le nerf sural cutanéeux médial. Le nerf fibulaire commun va se diviser pour donner le nerf fibulaire profond qui va rejoindre la face antérieure de la jambe et le nerf fibulaire superficiel qui va rejoindre la face latérale de la jambe.